Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est un projet innovant en matière d'accès à la justice pour toutes et tous. Un projet multidisciplinaire, utile à de nombreuses personnes, plus de 1000 bénéficiaires en 2025. Un projet reconnu et soutenu par de nombreux acteurs politiques, juridiques et sociaux. Et pourtant, c'est un projet en péril dont on va parler ce soir. Son nom, Casa Légale. Depuis 7 ans maintenant, ce lieu rassemble à Bruxelles des avocates de différentes spécialités, mais aussi des assistantes sociales et une psychologue pour pouvoir offrir des réponses multidisciplinaires aux problèmes multiples rencontrés par les personnes qui poussent la porte. Et si Casa Légale est en péril, c'est pour des questions de financement, au relent communautaire. On vous détaille tout ça dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio 2 des cofondatrices de Casa Légale. Alors déjà bonsoir à toutes les deux. Donc il y a Margarita Hernandez Dispo et Noémie Segers. Donc vous êtes toutes les deux avocates. Et par ailleurs, on accueille aussi Magali Verdon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'ULB, coordinatrice scientifique du DULBA, donc le département d'économie appliquée à l'ULB, spécialisée en finances publiques et en évaluation des politiques publiques. Et vous avez été chargée par la région bruxelloise d'une recherche multidisciplinaire et interuniversitaire sur le projet Casa Légale. Alors, Margarita Hernandez Dispo, la semaine, elle a été difficile pour vous, pour Casa Légale. Vous avez dû annoncer à la moitié de l'équipe que leur contrat s'arrêterait le 1er février, faute de financement. On va évidemment en parler, mais est-ce qu'on pourrait d'abord parler du projet ? L'ASBL a été créée en 2019 en partant de quel constat ? Bonsoir, tout d'abord. Merci pour l'invitation. Alors, à la base de l'ASBL Casa Légale, mais il y a 4 avocates, effectivement, 4 avocates qui donc on pratiquait dans le cadre de l'aide juridique, du système de l'aide juridique. Et en fait, on se retrouvait très vite avec ce constat d'avoir une personne devant nous qui devait certes régler une problématique juridique pour laquelle on pouvait s'occuper, mais en fait, très vite, on voyait que une autre problématique juridique se posait, toute une série de questions au niveau psychosocial se posaient aussi. Et là, on était tout à fait démunis puisqu'on pratiquait, nous, dans une matière bien précise. Et on ne pouvait s'occuper que de cette matière-là dans son cas. Et donc, renvoyer la personne chez un autre avocat pour le reste. Le type de public, c'est vraiment, on l'a identifié au fur et à mesure, c'est vraiment des personnes qui se trouvent dans une situation de crise et une situation multifactorielle. En fait, c'est des personnes qui ont plusieurs problèmes d'ordre juridique et, en plus, des problématiques d'ordre psychosocial. Et à ce moment-là, c'est une personne qui, à ce moment-là, a besoin d'une approche intégrée, d'une approche collaborative entre plusieurs personnes, plusieurs professionnels qui peuvent prendre en charge, justement, l'ensemble de ces problématiques dans un même temps et de manière globale. Oui, Noémie Segers, c'est vrai que vous parlez d'approche multidisciplinaire, d'approche holistique même. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, j'ai l'impression, en termes pour les avocats. Oui, tout à fait. C'est une innovation pour les avocats. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand la personne s'adresse à nous, et la personne, elle vient souvent du milieu associatif. En fait, depuis la création de la SBL, on a tenté, en tout cas, de rencontrer le plus d'associations possibles qui travaillaient autour du milieu juridique, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, les milieux étaient très cloisonnés entre le milieu des avocats et le milieu des associations. Et donc, on s'est fait connaître auprès de ces associations qui nous ont renvoyé de plus en plus de personnes. Et encore aujourd'hui, la demande ne cesse d'augmenter. Et donc, ces personnes venaient via des associations et quand on la reçoit, en fait, on fait un premier diagnostic de savoir, OK, qu'est-ce qu'elle nous raconte, quelle est sa situation, pour essayer de prendre du recul et ne pas voir seulement le problème juridique qu'elle amène, mais également d'autres problèmes psychosociaux, comme Margarita le disait, d'autres peut-être problèmes juridiques qu'elle ne voyait pas ou qu'elle ne voit pas, et mobiliser toutes les personnes nécessaires pour régler sa situation et sortir de la crise, en fait. C'est ça. Et donc, pas régler chaque problème particulièrement, mais vraiment avoir une solution plus globale à la crise. Tout à fait. Et donc, on prend souvent l'exemple parce que c'est vrai que
en fait, c'est un public qu'on n'avait pas identifié à la base, mais qui est venu à nous et qui aujourd'hui forme la majorité de notre public cible. Ce sont les femmes victimes de violences de genre. En fait, c'est des situations où souvent on a besoin de plusieurs spécialités du droit pour répondre à cette situation. On a besoin aussi d'un accompagnement d'une assistante sociale pour la recherche de logement, pour l'aider dans sa situation, pour justement pouvoir... En fait, tout est imbriqué. C'est ça c'est pas toujours facile à comprendre, mais tout est imbriqué au niveau juridique. Si on n'a pas un logement d'urgence, on ne peut pas agir introduire certaines procédures. Et donc, le fait de pouvoir travailler toutes ensemble fait qu'on agit de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et on sort de crise de manière beaucoup plus rapide. Et donc, l'idée, c'est... il faut le comparer au système d'aide juridique classique. C'est que ici, le fait qu'elle arrive chez nous va faire qu'elle ne va pas devoir raconter son histoire à plusieurs fois. Elle va pouvoir la raconter une fois, et nous, on identifiera l'équipe qui est nécessaire autour d'elle, et on fait énormément de réunions en interne pour essayer d'identifier le problème et pouvoir aider cette personne. Mais du coup, je vous propose qu'on écoute le témoignage de Shaima. Donc, c'est une de vos bénéficiaires. Donc, elle a été suivie par Casa Legal. Elle vient d'ailleurs toujours chez vous. Elle explique en quoi Casa Legal a été vraiment d'un grand soutien pour elle. J'étais dans une situation qui était très difficile sur le plan personnel et familial, et j'avais besoin des conseils juridiques. Moi, j'avais des problèmes avec mon ex-mari. C'était de la violence conjugale, tout ce que vous voulez, financière, physique, psychologique. Et du coup, moi, je savais pas beaucoup mes droits, parce que moi... j'ai né au Maroc, je suis pas née en Belgique, donc je connais pas tous mes droits ici. Et ça fait là maintenant 5 ans depuis que je suis là. Et donc, je savais pas très bien où aller, ou comment savoir mes droits et tout. Au début, je me suis rendue à l'aide juridique, qui m'ont proposé un avocat, et c'était très mal passé. Et là, je me suis rendue à Casa Legal, et c'était une très belle expérience. Je voyais une vraie différence. Mais justement, quelle différence est-ce que vous voyez par rapport à... Vous dites que ça s'était mal passé. Qu'est-ce qui s'était mal passé et en quoi ça a été différent chez Casa Legal ? Pour le premier avocat, c'est pas bien passé, parce qu'elle n'était pas très à l'écoute. Il ne me donnait pas des conseils. Dès le début, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous devez prendre une décision, et puis vous pouvez venir chez moi et tout. Mais moi, à Casa Legal, c'était très différent, parce qu'il y avait beaucoup de spécialités d'avocates en ce qui concerne le droit des étrangers, par exemple, le droit de famille. Il y avait des assistants sociaux. Donc, ça m'a aidé aussi à ne pas beaucoup se déplacer pour savoir à quel avocat je dois aller pour mes droits d'étranger ou droits de famille. Et pour moi, ça, c'est bien. Oui, d'avoir un seul point de contact avec toutes les spécialités et toutes les personnes ressources au même endroit, c'est ça ? Voilà. Au début, j'avais même pas pris la décision, par exemple, de mon divorce, ou qu'est-ce que je dois faire et tout. Et à chaque fois j'ai une question, je les appelle, et j'étais à l'écoute. Et ils me donnaient des conseils, ils avaient de temps, ils ne me mettaient pas de la pression. Et du coup, j'étais accompagnée étape par étape. Ça, c'est pour moi, c'est une vraie différence, quoi. Alors, est-ce que vous vouliez réagir, peut-être, Margarita, par rapport à ce témoignage et à ce qu'on a dit avant ? Mais oui, moi, ce qui me frappe, et je pense que ça rejoint votre première question sur les constats, en fait, c'est le lieu, en fait. C'est un seul lieu, c'est la manière de travailler de manière intégrée, en fait, et décloisonnée. Et je pense que ça rejoint aussi les constats qu'on a pu se faire, en fait, à 4 au début, et que ça touche
y compris la profession d'avocat, qui est une profession à la base libérale, avec le statut d'indépendant qui va avec. En fait, ça faisait partie des constats de départ, c'est de se dire... les besoins, la société évolue, les besoins de la société évoluent et en tout cas pour le public cible qu'on vise, il y a ce besoin d'approche intégrée et donc c'est de se recentrer, c'est de repartir en fait des besoins des justiciables, des personnes qui viennent nous voir et d'adapter la manière d'exercer le métier d'avocat. Et donc, ça a vraiment été un moteur dès le début pour nous, en commençant cette aventure-là, c'est de se dire, nous, on aime notre métier d'avocat, vraiment. On l'a dans la peau, mais à ce stade, on sent qu'on ne peut pas l'exercer de la manière la plus efficiente et la plus bénéfique pour les personnes qui viennent nous voir et spécifiquement pour ces personnes-là. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce à quoi le témoignage de Madame me fait penser en premier lieu, c'est aussi ça, c'est de réinterroger la manière dont on travaille et de recentrer en fait notre manière de travailler à partir des besoins des gens. Oui, en remettant la personne au centre et en faisant qu'elle revienne en sujet de droit aussi. Oui, on a aussi été formés au langage clair, donc c'est l'ASBL Droit Quotidien qui forme au langage juridique clair et c'est très important. En fait, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, quand on débute, on n'est pas formé à communiquer et c'est hyper important en fait dans la manière de s'adresser à des personnes. Parfois, il y a un fossé culturel entre l'avocat et des personnes, surtout qui ont des profils très vulnérables, qui du coup font que la personne ne comprend pas en fait ce qu'on lui dit. Or, c'est la base. La base, c'est d'abord d'informer sur les droits. Comme ça, la personne peut après s'approprier sa situation et pouvoir prendre des décisions en fonction de ce qu'elle comprend. Or, c'est vrai que souvent, et surtout dans le cadre de l'aide juridique où on est payé à la procédure, on n'a souvent pas beaucoup de temps, et nous, on l'a toutes vécu, toutes les quatre, c'est on va directement penser à la place de la personne, ce qui est mieux pour elle. On va se dire, elle me consulte pour une procédure en droit de la famille, pour un divorce, je vais aller faire le divorce. Et on ne réfléchit pas toujours, comme je disais, en prenant du recul par rapport à la situation et lui demander, mais est-ce que vous avez bien compris ce que ça implique? Est-ce que vous avez compris les conséquences sur votre séjour, sur vos enfants, sur le logement, etc. Et donc ça, on se rend compte que ça a une énorme valeur ajoutée et c'est pas pour rien qu'on reçoit de plus en plus de demandes de femmes victimes aujourd'hui chez Casa Legal. Et ça ne veut pas dire que les avocats consultés, comme le premier avocat que Madame a consulté, fait du mauvais travail. Au contraire, c'est sans doute de très bons avocats, mais le système de l'aide juridique classique pour ce type de public cible n'est pas nécessairement adapté, n'est plus adapté. Et finalement, c'est ça qu'on réinterroge. Mais du coup, on l'a vu, un projet innovant, multidisciplinaire, au point que du coup, il a reçu un subside du fédéral il y a quelques années et qu'il y a une étude qui a été lancée financée en tout cas par la région bruxelloise et qui a été confiée notamment à vous, Magali Verdonck. Donc, je le rappelle, vous êtes chercheuse à l'ULB et vous faites partie du DULBEA, donc le département d'économie appliquée à l'ULB. Et donc, vous avez été chargée d'étudier ce projet pilote, qui est unique en Belgique. Alors, en quoi consiste finalement votre recherche et pourquoi on a décidé finalement de faire une recherche sur ce projet? Oui. Alors, c'est une recherche en 3 volets, portée par 4 centres de recherche, 2 de l'UCL et 2 de l'ULB. On a des économistes spécialisés en économie sociale ou en finances publiques et des spécialistes de la gestion, entre autres l'entrepreneuriat social. Alors, les 3 volets sont complémentaires. Le premier volet, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel agit Casa Legal et sur lequel il a un impact. Alors, on pense directement à l'impact sur les bénéficiaires. À travers leur récit, on va comprendre en quoi ça change leur vie, qu'est-ce qui est impacté. C'est une approche qualitative. Mais aussi, l'écosystème est touché. Il y a des partenaires complémentaires à Casa Legal, des structures qui envoient des bénéficiaires avec Casa Legal ou des structures vers qui Casa Legal renvoie. Donc, c'est des partenaires. Il y a aussi des structures qui sont plus en concurrence, peut-être. Et donc, tout cet écosystème est modélisé pour comprendre les tenants et aboutissants dans une démarche qualitative. Intervient alors le deuxième volet. Enfin, c'est pas
en séquence vu que c'est complémentaire. Oui, mais ça, voilà. Vous travaillez en même temps, on va dire, Voilà. sur les différents volets. Qui consiste à avoir un complément quantitatif à cette analyse qualitative. Et donc d'essayer de mettre des chiffres derrière ces effets positifs ou négatifs de l'action de Casa Legal. Donc, analyse coût-bénéfice. Par exemple, on a déjà réalisé il y a quelques années une analyse coût-bénéfice de la lutte contre le sans-abrisme. Et à première vue, on a l'impression qu'un sans-abri, ça ne coûte rien. En fait, ça coûte vraiment beaucoup à la société parce qu'il y a l'aide médicale urgente, il y a les abris de nuit, de jour, il y a peut-être des problèmes qui entraînent un travail de la police ou de la justice. Et on compare ces coûts avec les coûts de remise en logement. Et on voit que c'est finalement relativement comparable. L'idée est de faire un petit peu le même exercice pour Casa Legal, qui bénéficie de subsides. Et donc là, on voit directement le coût pour la société. Mais après, les effets positifs, potentiels, eux, ils ne sont pas chiffrés. Et donc, si on n'a pas l'ensemble de l'image, ça paraît déséquilibré peut-être à certains. Et donc, l'idée est d'aller voir est-ce que les bénéfices valent le coût de départ en termes sociétal. On va aussi vérifier. Parce que là, l'analyse, elle peut être avant-après, la situation d'une personne avant d'arriver chez Casa Legal et après, avec des bénéfices. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que c'est en venant chez Casa Legal, les bénéfices sont différents d'une situation où cette personne serait allée voir le système de l'aide juridique classique. Et donc, pour essayer d'identifier un lien causal à cette innovation. Le troisième volet est de dire, dans l'idée que les effets sont positifs, on espère, comment faire monter en échelle cette innovation sociale et comment la pérenniser, entre autres en dépendant peut-être moins de financement public. Surtout si on veut une montée en échelle ou un essaimage, que cette innovation se développe, il ne faudrait pas qu'elle dépende trop de finances publiques. Et donc, c'est de voir comment grandir. Est-ce que Casa Legal grandit ou est-ce qu'elle reproduit des structures qui ressemblent ou identiques? Est-ce qu'il y a une charte mais aussi pour faire cette montée en échelle, quels sont les freins ou les accélérateurs? Et les freins, ça peut être des freins juridiques, des croyances. Et on le voit aujourd'hui qu'il y a des freins, entre autres, venant de ceux qui font de l'aide juridique classique. C'est ça. Et qui freinent. Et cette étude est intéressante, mais il faudrait qu'on laisse le temps à Casa Legal de vivre pour l'observer. Je voudrais faire un parallèle avec des innovations technologiques, par exemple les voitures autonomes. On n'aurait jamais pu tester les voitures autonomes dans la circulation actuelle. On crée dans ce cas des zones franches où les règles habituelles du code de la route ne valent plus. Le temps de développer cette innovation et de décider si oui ou non ça peut marcher. Casa Legal, c'est un peu ça. Il faut préserver du fonctionnement habituel le temps d'observer si ça vaut la peine et comment modifier ensuite les règles du jeu pour, si on veut la faire perdurer, pour voir comment ça peut fonctionner durablement. Mais on va revenir sur plusieurs choses que vous avez dites, mais c'est vrai que pour nos auditeurs et nos auditrices, pour que tout le monde comprenne, donc effectivement ce projet pilote, il existe, on l'a dit, il a été lancé en 2019, il a reçu après un subside du fédéral, on est aujourd'hui à un subside qui vaut plus ou moins 0,5% du budget de l'aide juridique, mais il y a quelques mois, l'Ordre flamand des avocats a contesté la légitimité des subsides attribués à Casa Legal en estimant que c'était une concurrence déloyale par rapport à la profession. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi consiste finalement ce recours de l'ordre et comment on peut expliquer ce recours ? Bien sûr. Donc l'argument principal qui est repris dans ce recours, c'est la discrimination qu'il y aurait entre les avocats qui exercent au sein de l'ASBL Casa Legal et les avocats qui exercent dans le cadre de l'aide juridique classique. Ils estiment qu'il y a là une discrimination parce que Casa Legal bénéficie d'une subvention fédérale, là où les autres avocats non. Maintenant, nous, ce qu'on essaye d'expliquer dans le recours, évidemment, c'est très complexe et technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certes une différence de traitement entre les deux, mais cette différence de traitement, elle est justifiée par le projet pilote. Et c'est un peu ce que Magali vient de dire, c'est qu'il faut nous laisser ce temps-là, tester le projet, et ensuite, on proposera quelque chose qui soit accessible à tous les avocats. C'est l'idée qu'on a depuis le début, c'est de créer quelque chose qui puisse
Après, être productible, si ça fonctionne, évidemment, si c'est un modèle dont on a besoin, il faut le penser, il faut pouvoir le répliquer, et à ce moment-là, qu'il soit accessible à tous les avocats et à tous les justiciables. Et c'est ça, donc, l'idée qu'il y a derrière, évidemment, depuis le début. Oui, et peut-être je reviens vers vous, Magali Verdonck, c'est qu'il y a un autre chercheur dont le centre de recherche est aussi impliqué dans cette étude, c'est Marek Hudon, il est professeur à la Solvay Brussels School, et il a publié une opinion dans Le Soir où il explique effectivement que pour lui, ça révèle vraiment des résistances institutionnelles face aux innovations sociales. Vous êtes d'accord avec lui? Il y a vraiment une résistance de certains, mais ici en l'occurrence l'ordre des avocats, mais il y a certaines résistances aujourd'hui dans des projets comme celui-là. Oui, dans toute innovation, il y a des résistances. À toute époque, on a dit que la télévision allait tuer le livre. Oui, allait tuer la radio et puis, les journaux, etc. Voilà, et puis tout le monde s'adapte. Et puis, parfois, quand on vient avec une innovation, on dit c'est mieux, c'est entendu par certains que ça veut dire qu'on ne faisait pas bien avant. Or, c'est pas vrai. Dans une époque donnée, avec les connaissances du moment, c'était sans doute la meilleure option. Mais ça évolue en permanence. Et donc, c'est assez classique, cette résistance. Le parallèle avec les maisons médicales, on fait souvent aussi. Quand les maisons médicales sont nées, en fait, il y a eu une opposition de l'ordre des médecins très importante. Et en fait, les projets se sont développés sans l'accord des ordres à l'époque. Et aujourd'hui, plus personne ne décrit que c'est essentiel dans le paysage médical. Et je pense aussi que, enfin, en tout cas, nous, c'est toujours ce qu'on essaye de dire et qu'on défend depuis toujours, c'est que en fait, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est complémentaire en fait à ce qui existe déjà. Nous, on n'a jamais dit et vraiment, on ne le pense pas. Ce qui existe fonctionne en fait, mais nous, on a identifié ici, en l'occurrence, que le système actuel pour un public cible particulier. Mais voilà, il y a une faille encore. Ouais, il y a ces personnes-là en particulier n'ont pas encore accès à la justice en Belgique dans ce système classique. Mais c'est pas pour autant que ce système de l'aide juridique classique ne fonctionne pas. Il fonctionne parfaitement pour toute une série de personnes. Nous, ce qu'on dit juste depuis le début, c'est que voilà, il y a une série de personnes pour qui ça ne fonctionne pas, et c'est là qu'on apporte, enfin en tout cas modestement, qu'on apporte une ébauche de solutions. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que vous avez aussi le soutien des politiques qui reconnaissent l'importance de cette démarche multidisciplinaire. Mais depuis ce recours devant la Cour constitutionnelle, on constate une frilosité de la ministre de la Justice, Alice Verlinden. Des questions parlementaires ont été posées en octobre, en décembre, encore cette semaine par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. PS, MR, Engagés, Défi, PTB, Ecolo Groen, Vooruit, tous vous soutiennent. Et la ministre répond que pour elle aussi, cette aide juridique multidisciplinaire et accessible est importante, et pourtant, ça bloque au niveau de la subvention. Effectivement, donc la ministre de la Justice renvoie la balle un petit peu aux ordres en disant les ordres sont contre le projet de Casa Legal. Moi, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de soutenir un projet qui est vraiment décrié par les ordres, et donc trouver une solution, les ordres et Casa Legal, pour qu'on puisse soutenir cette approche multidisciplinaire à laquelle tout le monde croit. Et donc, pour le moment, on est à la table des négociations avec les ordres, et on essaye de trouver une solution, on avance, mais voilà, c'est pas une discussion simple, évidemment, puisque à la base, il y a quand même eu un recours contre notre financement. Donc, sur les principes, c'est pas évident. Oui, Magali Verdonck, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est vrai qu'on voit qu'il y a un vrai soutien politique et un soutien de la société. Il y a une carte blanche qui a été publiée avec plus de 300 signataires. Et donc, on se dirait, voilà, c'est un projet pilote qui mériterait des subsides publics. Et voilà, comment on explique cette difficulté? C'est, d'après moi, les croyances. Un peu comme je disais, cette façon de ne voir qu'une partie du tableau, que les coûts, sans voir les bénéfices. Et donc, c'est là que le travail d'objectivation pour lequel le projet de recherche a été financé va être bien utile. Et ce qui nous stimule assez bien, nous les chercheurs, c'est que Casa Legal a dit dès le départ, on est tout à fait prêt à entendre que certaines parties n'ont pas de bénéfices nets. Voilà, les bénéfices ne valent pas les subsides qu'on reçoit pour certains types de publics, que dans d'autres, on est particulièrement, vraiment, on fait vraiment la différence.
Et voilà, cette ouverture d'esprit est indispensable. Et est-ce qu'il y a aussi une difficulté parfois de chiffrer la prévention? Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une forme de prévention, hein, vous le disiez un peu, en faisant en parallèle avec les personnes sans abri. Finalement, en investissant dans la remise en logement des sans-abri, on fait une réduction, une baisse. Il y a une baisse financière et il y a de la prévention. Est-ce qu'ici aussi, il y a une difficulté peut-être de chiffrer la prévention? Oui, il y a, et même de chiffrer le curatif, puisqu'il y a des éléments qui ont des effets faciles à mettre en chiffres. Par exemple, quelqu'un qui sort de la rue, qui retrouve un logement, peut trouver un emploi et au lieu de coûter, entre guillemets, à la société, contribuer, avoir un salaire, payer des impôts, etc. Donc ça, c'est chiffré pur. Quelqu'un qui ne souffre plus de violence intrafamiliale va petit à petit coûter moins en soins de santé, donc c'est vu comme un bénéfice, enfin un moindre coût. Et donc là, c'est de nouveau des chiffres, mais la meilleure qualité de vie de la personne qui ne subit plus de violence intrafamiliale, elle est difficile à chiffrer. Ou des années de vie en plus, c'est difficile à chiffrer. Et donc, en général, dans ces analyses coûts-bénéfices, on va avoir une colonne avec tout ce qui est chiffré, et puis une colonne avec ce qui n'est pas chiffrable, mais qui est laissée à l'appréciation de celui qui lit l'étude. Voilà. Et potentiellement, même les effets chiffrés sont suffisants pour convaincre, et s'ajoute à ça des effets positifs non chiffrables. On n'en est pas encore là. Et par rapport à cette question, je peux faire un parallèle juste aussi avec donc, les avocats sont payés au point par procédure. Et en fait, les procédures pas les procédures, mais l'approche préventive n'est pas du tout rémunérée pour l'avocat. Et ça, c'est intéressant de le dire. Et c'est aussi en partie pour ça qu'on a créé Casa Legal. C'est qu'en fait, toute cette partie préventive n'est pas rémunérée. Et une recherche a montré qu'entre 2015 et 2017, il y a eu moins de 10% des prestations des avocats qui concernaient des prestations non suivies d'une procédure. Parce qu'en tant qu'avocat, on peut être payé pour une consultation ou essayer de faire un règlement amiable, mais c'est très peu rémunéré. Et donc, ça n'incite pas les avocats à utiliser ce mode de règlement de conflit ou de problème. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est pas du tout utilisé. Et donc, il y a peut-être aussi des choses à voir dans la nomenclature, donc de combien est rémunéré un avocat pour telle procédure, pour telle démarche. C'est aussi un travail qui peut être fait dans le cadre de cette étude qui a commencé maintenant. Oui, mais donc étude en cours, mais qui évidemment est un peu en péril aussi, parce que si Casa Legal disparaît, l'étude n'a plus vraiment lieu d'être. Alors, je le disais en introduction, cette semaine, elle a été difficile pour vous parce que vous avez dû annoncer à la moitié de l'équipe qu'en fait, au 1er février, vous n'aviez plus vraiment les moyens de les payer. Quelle est la suite pour vous? Quelles sont les demandes peut-être concrètes que vous faites aujourd'hui? Mais la suite pour nous, c'est de maintenir cette équipe réduite pour justement maintenir ce terreau qui sert à l'étude. Donc là, c'est vraiment nous, notre quotidien aujourd'hui, en tout cas aux coordinatrices, c'est de pouvoir investir toutes les pistes possibles au niveau du financement pour maintenir cette équipe en place. Et alors, voilà, maintenir évidemment le dialogue avec les ordres, avec la ministre pour pouvoir expliquer à nouveau et faire en sorte que, effectivement, Casa Legal reste en place à tout le moins jusqu'à la fin de l'étude, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on vise, c'est de pouvoir maintenir Casa Legal jusqu'à la fin de l'étude. L'étude qui est prévue jusque quand? Donc, fin 2028, oui. Septembre 2028. Oui. Donc, l'objectif, c'est vraiment celui-là, c'est de se dire, en fait, on est en plein projet pilote, on est donc financé depuis septembre 2023 par le SPF Justice, et l'idée, c'est ça, c'est de maintenir, de faire les preuves, de donner les résultats de cette étude en septembre 2028. C'est surtout qu'en l'entendant, vous ne savez plus vraiment où orienter les personnes qui viennent vers vous. Vous dites la demande explose, du coup, vous les réorientez vers les services. Mais concrètement, c'est ça que ça, effectivement, c'est donc la moitié de l'équipe qui doit partir aujourd'hui, et avec elle, toute une série de bénéficiaires, parce qu'en fait, l'équipe qui reste n'est pas en capacité de pouvoir prendre en charge l'ensemble des bénéficiaires qu'aujourd'hui Casa Legal accompagne. Et donc ça, c'est une
réalité, et ça c'est vrai que pour nos auditeurs et auditrices, c'est important de savoir, c'est que Casa Legal aujourd'hui doit faire des consultations, des réunions avec certains bénéficiaires pour dire voilà, en fait on ne sait plus, on n'a plus les capacités malheureusement de pouvoir continuer l'accompagnement. Et donc, toute une série de personnes aujourd'hui se retrouvent à devoir être redispatchés finalement vers d'autres avocats. On essaie de réorienter un maximum vers tout le réseau associatif aussi qu'on a pu tisser. Mais donc voilà, ça c'est une réalité assez cruelle et assez violente aussi pour ces personnes qui viennent nous voir, qui sont à la base déjà dans des situations de crise, je vous le disais au début. Mais cette période-là, pour eux, est très compliquée en fait. Et donc ici, juste pour terminer, donc là, vous avez reçu votre subside 2025 à la toute fin du mois de décembre. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une garantie de la ministre que peut-être une partie du subside sera versée ou rien du tout On n'a aucune garantie pour 2026. Grosse incertitude. Ok, on va suivre Casa Legal, et j'imagine si vous voulez, si certains veulent vous soutenir aussi, parce qu'on parlait de mécénat, de dons, je suppose que c'est quelque chose que vous acceptez aussi. Donc toutes les informations, on peut les trouver sur Casa Legal, sur le site internet, c'est ça, casalegal.be. Oui. Merci beaucoup à toutes les trois, et on va suivre effectivement ce dossier et voir comment il évolue dans les prochains mois. Et on vous souhaite surtout de continuer et de pouvoir continuer toutes les trois, que ce soit la recherche et évidemment le travail que vous faites sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.